Bien le bonjour et bienvenue sur Galaxy IA. Alors aujourd'hui, nous allons parler de IA, de biais cognitifs et d'économie de l'attention. Donc on va vraiment pouvoir analyser comment les trois rentrent en interaction. Et j'ai l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui Christophe Klenberg, qui est zinzin du cerveau et formateur en neuromarketing. Bonjour Christophe. Bonjour Émilie. Eh ben, écoute, bienvenue. Moi, je suis ravie de discuter de ce sujet passionnant avec toi. Peut-être tu pourrais nous dire un petit peu, donc si on découpe, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de biais cognitifs, on va parler de tout ce qui est écran, addiction, économie de l'attention. Donc peut-être commençons first things first, comme on dit. Est-ce que tu peux nous citer quelques biais cognitifs? Parce qu'on sait qu'il y en a plus de 200, si je ne m'abuse. Donc, sur lesquels est-ce qu'on va se concentrer aujourd'hui? Raconte-nous tout. Alors, il y en a même actuellement 250 qui sont recensés dans l'encyclopédie des biais cognitifs, hein. Il y a quand même quelqu'un qui a sorti une encyclopédie des biais cognitifs. Euh, alors, qu'est-ce qu'un biais cognitif déjà? Un biais cognitif, c'est une déviation de la pensée logique et rationnelle, d'accord, par rapport à la réalité. C'est des raccourcis que prend notre cerveau. Et à cause des biais cognitifs, en fait, la prise de décision de l'individu peut être faussée. Alors, je te donne un exemple de la vie courante, quelque chose qui m'arrive. J'ai beau travailler sur les biais cognitifs et ça m'est arrivé. Je vais te parler du biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est très utilisé dans la vente. Alors, je devais vendre il y a quelques années ma voiture pour en acheter une nouvelle. Et j'arrive chez un concessionnaire, je lui dis, ben voilà, bonjour, je suis intéressé par cette voiture. Est-ce que vous me faites une reprise sur la mienne? Et il me dit, oui, pas de problème, je vous fais une reprise. Et il dit, je vous reprends votre voiture 6 000 euros. Alors, je dis, oui, ok, intéressant. Et en fait, je me dis, je vais continuer à chercher. Donc, je vais dans une autre concession, je vois la voiture qui me plaît. Et là, le vendeur me dit, est-ce qu'il y aura une reprise? Je dis, bah oui, bien sûr, il y aura une reprise, ça m'intéresse. Et là, il me fait un cadeau, il m'offre un boulevard, il me dit, combien voulez-vous pour votre voiture? Et devine ce que je lui ai répondu, Bah, 6 juste, 000 euros. ouais. J'aurais dit 6 juste 000 euros. au-dessus de 6 000 euros, tiens, juste au-dessus Voilà. pour faire une affaire, quoi. En fait, j'aurais pu lui dire 10 000. J'aurais pu lui dire 10 000 et lui, il m'aurait dit, bah non, c'est peut-être un peu trop cher, je vous donne 8 000, mais j'aurais gagné 2 000 par rapport à la première offre. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, j'ai été victime du biais d'ancrage. Le premier vendeur, quelques semaines auparavant, en fait, hein, m'avait ancré sur ce 6 000. J'étais resté sur cette idée que ma voiture valait 6 000 euros. Donc, ce biais, c'était la tendance, en fait, à garder en mémoire le premier chiffre plutôt que le plus pertinent, tout simplement. Donc ça, c'est un des biais cognitifs qui est très, très utilisé dans la vente et qu'on peut utiliser nous-mêmes quand on vend des choses, en fait, hein. Si tu fais des brocantes, par exemple, et que tu veux vendre sur une brocante, tu peux utiliser ce biais cognitif. Et surtout en amenant ton prix en premier. Et puis après, négocier par rapport à ce prix. Parce que les gens vont avoir tendance à tourner autour de ce prix. Alors, quel est le biais cognitif qui est utilisé notamment par les moteurs de recherche? Ben, ça va être le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement lorsque tu fais une recherche sur Internet, je ne sais pas si tu as déjà remarqué, tu commences à rechercher, tu cherches par exemple Belgique, plus beau pays du monde. Et ben, dans tes recherches suivantes, eh ben, tu vas avoir beaucoup d'articles qui vont venir sur Belgique, plus beau pays du monde, ou l'un des plus beaux pays du monde, ou pourquoi la Belgique est l'un des plus beaux pays du monde. Donc, ça va jouer sur notre biais de confirmation. Et donc, on va avoir tendance à toujours tourner autour des mêmes informations. Et c'est comme ça que fonctionnent en fait les algorithmes. Ils avaient fait, j'avais lu dans un livre, ils avaient fait comme ça une étude où ils avaient créé style, je sais pas, 6 ou 7 profils spécifiques dans le cadre justement de la politique. Et c'était des profils fake, mais du coup qui recherchaient des informations sur différents partis politiques, différentes façons de penser, etc. Et en fait, tout ce qu'ils ont reçu comme information, ou comme tout ce qui leur est parvenu par après, confirmait en fait leur choix politique ou leur recherche. Et donc, c'était la même information, mais présentée finalement de manière différente pour abonder dans le sens de ce qui était cherché, avec des articles qui étaient plus spécifiques en fonction de tes sensibilités, en fait. Tout à fait. Et toi, tu te dis, mais c'est extraordinaire parce que j'ai raison. J'ai raison, vu que
à chaque fois que je fais des recherches, on me donne des informations qui font que valider en fait ce que moi je recherche. Donc, et en fait, non. En fait, on nous enferme un peu dans un tunnel et on va rester à tourner en fait avec ces mêmes idées en se disant, ben, forcément, toutes mes recherches mènent toujours au même endroit. Donc, c'est que peut-être aussi la majorité des gens pensent comme moi. Donc voilà, il y a quand même, il y a quand même danger de s'enfermer en fait, ou d'être enfermé par ces moteurs de recherche dans nos croyances. Donc, et effectivement, si vous voulez plus de biais cognitifs, ben, allez voir l'encyclopédie et ou suivez aussi l'actu de Christophe parce qu'en fait, c'est comme ça qu'à la base, j'ai eu envie de l'interviewer parce que j'ai vu justement ses posts passés voilà, qui parlent des différents biais et à chaque fois, il donne des exemples, donc c'est vraiment passionnant. Et si on fait le lien maintenant, donc on a évoqué deux biais, on va en évoquer d'autres avec la question suivante. Donc, si on fait le lien maintenant avec tout ce qui est, ben, entre autres, addiction aux écrans et ses conséquences, donc je te propose voilà, d'expliquer un peu l'addiction aux écrans, ce qui s'y passe et comment les biais cognitifs bah, finalement interviennent là-dedans. Alors, au niveau des addictions aux écrans, est-ce que tu connais la différence entre ton téléphone portable et une machine à sous qu'il y a dans les casinos? Bah, je pense que si on prend TikTok, je suis pas sûre qu'il y ait une grosse différence en fait, hein. Ou Ben non, il n'y en a WhatsApp, pas. ou Facebook, ou Il n'y en a pas en fait. Tout simplement, rien qu'au niveau de l'apparence, déjà, sur nos smartphones, les écrans sont très colorés, toutes les applis sont toujours très colorées. C'est exactement comme les machines à sous. Les machines à sous sont très colorées, il y a aussi beaucoup de rouge qui sont des couleurs très attirantes. Ensuite, sur nos smartphones, il y a ce qu'on appelle le scrolling infini maintenant, qui est utilisé. Tu sais, quand tu commences à scroller, puis au bout de, ben, tu n'arrêtes jamais en fait, parce que tu te dis, ce qu'il va y avoir après, ça va être encore plus intéressant peut-être, ou je vais peut-être louper quelque chose. Et bien en fait, ça marche pareil dans les casinos. Dans les casinos, il n'y a pas de scrolling infini, mais il n'y a pas de notion de temps. En fait, tu n'as jamais une horloge dans un casino, tu ne peux pas voir l'extérieur, donc tu ne sais pas s'il fait jour ou nuit, et donc tu vas être enfermé et être sur tes machines là, et pas penser à ce qui se passe. Donc on est enfermé de la même façon qu'avec le scrolling infini sur notre écran. Et enfin, que ce soit les jeux sur les téléphones ou les vidéos de chat, bah, c'est comme lorsqu'on joue au casino. Et ce qui se passe, c'est que, eh ben, en fait, on a une libération d'une hormone qui s'appelle la dopamine, qui est, entre guillemets, l'hormone du plaisir, qui est libérée. Et donc, on est toujours à cette recherche de plaisir. Donc, on reste accro, en fait, aux écrans. Et ce qui est terrible, en fait, c'est que actuellement, ben, l'addiction aux écrans, c'est devenu vraiment un problème de santé majeur. Est-ce que tu sais à peu près quel est le temps moyen qui est passé? Alors là, je vais te parler des Français, par les Français dans le monde, pardon. Le chiffre que j'ai, c'est la moyenne mondiale. Combien de temps passent en moyenne les gens dans le monde sur leur téléphone portable par jour? écoute, j'ai entendu des stats, alors je ne sais pas si c'était pour la Belgique, mais je pense qu'on était aux alentours de, si je ne m'abuse, 5-6 heures. Ah, j'ai pas entendu, ça a coupé. Tu peux. Ouais. De la stat que j'ai entendue cette semaine, je pense qu'on était aux alentours de 5-6 heures. Ouais, donc la moyenne mondiale, elle est à 5 heures. Alors en France, on s'est dit, ouais, c'est génial, nous, c'est que 3h30. Mais en fait, rien que 3h30 sur ton téléphone par jour, et en calculant par an, ça fait 53 jours passés sur ton téléphone. Et là, 3h30 par jour, tu te dis, bon, ok, ça va, quoi, hein. Maintenant, 53 jours par an passés sur un écran. Alors, je parle téléphone, on va parler écran en général, hein. Mais maintenant, pour les plus jeunes, c'est beaucoup le téléphone. Donc, 3h30 par jour, et ça augmente chaque année, en fait. Chaque année, le temps d'écran augmente. Pour les 15-17 ans, il y en a 23% qui passent plus de 7 heures par jour. Donc, ça devient terrible. Et en plus, donc, on sait que une exposition en fait aux écrans crée des problèmes, hein, des problèmes de santé. Alors, ça pose notamment des problèmes euh, donc de santé mentale, je te disais. Euh, et, euh, et ça pose un problème pour les enfants. On voit de plus en plus de parents en fait qui mettent leurs enfants devant les écrans c'est la babysitter numérique. Pour les moins de 2 ans, en fait, ils passent déjà en moyenne 56 minutes par jour en fait sur les écrans.
Et on a noté que une exposition précoce en fait aux écrans affaiblit le cortex préfrontal. Et le cortex préfrontal dans le cerveau, c'est quoi? C'est la région qui est responsable notamment de l'apprentissage, mais aussi celle qui permet de résister aux tentations. Donc en fait, c'est un peu un cercle vicieux, puisque tu es faible de cette partie qui te permet de résister aux tentations, et ton écran, c'est que des tentations. Donc en fait, on va s'enfermer encore dans quelque chose où on va consommer de plus en plus d'écrans, sans compter les problèmes de développement du langage et tout. Donc là, on est vraiment, vraiment sur un problème majeur. Et d'ailleurs, en Chine et dans d'autres pays asiatiques, ils ne se J'allais sont te pas le dire, trompés. ils sont en train de légiférer, hein? Ah Ouais, ouais. c'est devenu la menace numéro un pour la jeunesse. Bah là, ils sont en train de légiférer, j'ai Ouais, entendu, hein. tout Donc, à fait. Il y a déjà des pays asiatiques, je crois que c'est la Thaïlande qui interdit en fait les écrans entre 22 heures et 8 heures du matin ou 22 heures et 6 heures du matin aux mineurs. Il y a des choses comme ça. Les cybercafés sont fermés toute la nuit, par exemple, pour pas que les jeunes sortent pour aller utiliser ailleurs. Donc, ils ont vraiment pris en compte. Mais le plus cynique là-dedans, c'est que les patrons de ce qu'on appelle les GAFAM, eh ben, eux, ont mis leurs enfants dans des écoles qui n'utilisent plus d'écran. hum. Donc, il y a une célèbre école là, qui s'appelle le Waldorf College, je crois, je ne sais plus si c'est college ou Waldorf School, où en fait, ils ne travaillent qu'à la bonne vieille craie et au tableau blanc. Enfin, pas tableau blanc, tableau vert ou tableau noir. Et il n'y a pas d'écran du tout. Et je lisais encore, il y a quelques jours, une interview de Steve Jobs, où on lui avait demandé si ses enfants utilisaient ou son enfant utilisait l'iPad, et il disait non, non, il n'y a pas d'iPad chez nous. C'est comme le comble. Hum. Ça Ah ouais, prouve mais là, bien qu'on. enfin, ils voient vraiment. Alors, dans certaines études, ils mesurent ça aussi avec l'impact environnemental. Donc, il y a ce côté écran. Effectivement, tu parlais de toute une série de mesures, mais ça a aussi un impact forcément, c'est pas que les écrans qui nuisent. Alors là, tu le dis effectivement d'un point de vue physique, tout ce qui est effectivement cortex préfrontal. Mais là, je pense qu'ils pensent même à légiférer de genre, même pas une question de timing, c'est donc pas 22 heures, 6 heures fermées, c'est en dessous de 3 ans, pas d'écran, entre 3 et 6, maximum 20 minutes par jour. Donc voilà, c'est vraiment une législation très stricte qui est en train de se mettre en place. Et effectivement, je trouve ça, voilà, ce que tu dis par rapport au GAFA est assez révélateur du fait Mm. justement de la dépendance. Et ce qui nous amène peut-être finalement à la troisième question, hein, parce qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, c'est un petit peu la thématique by the way, de ces interviews, hein, vraiment de réfléchir autour de ça. Donc, comment est-ce que l'intelligence artificielle se sert justement de ces biais cognitifs pour renforcer l'addiction aux écrans globalement? Bah, en fait, on va en renforcer notamment avec le biais de confirmation, comme je te l'ai dit tout à l'heure, et avec les recommandations des produits. Donc à chaque fois, alors quand je parle, là je parle du côté intelligence artificielle avec les algorithmes en fait, hein, Mm. qui étudient en fait notre utilisation des réseaux sociaux, qui voient à peu près ce que l'on recherche et qui vont faire en fait des suggestions. Voilà, c'est le mot que je cherchais, qui vont nous faire des suggestions en fonction de ce qu'on cherchait. Et bien en fait, ça va fonctionner comme ça, hein. On va avoir de plus en plus d'algorithmes qui vont aller de plus en plus loin pour étudier nos recherches, étudier qui on est, nos besoins, pour pouvoir nous présenter des produits le plus en plus affinés pour qu'on achète et qu'on consomme, tout simplement. C'est déjà ce que Il y TikTok a- fait d'ailleurs, YouTube, enfin Facebook, toutes les plateformes, réseaux sociaux d'interaction, tout ce qui est retargeting aussi, hein, c'est tu as été visiter un site, tu as un cookie, on te ouais. propose, voilà, on te rappelle, by the way, que tu as fait des recherches là-dessus ou des choses qui t'intéressent, indépendamment du produit et du service. Donc effectivement, tout ce qui est donc l'IA, accès effectivement data. Après, je pense qu'il y a aussi le côté tout ce qui est chat GPT, interaction. Le côté, bah, quelque part, tu te sens moins seul. Alors, est-ce qu'il y a des biais cognitifs là derrière, voilà, à voir, mais je pense que l'addiction, justement, bah, ChatGPT est par la porte ou par la fenêtre, si tu veux discuter avec lui, il te faut un écran. Donc, Mhm. voilà, enfin, je dis un écran, en fait, tu sais le faire en audio aussi maintenant, mais bon, la majeure partie des gens l'utilisent quand même avec leur écran. Et donc là, Replica, pareil, donc tout se passe maintenant sur écran au niveau
enfin, voilà, de la discussion au niveau des outils, au niveau de toute une série de choses. Donc, il y a non seulement ce côté, ça te donne tout puissant parce que tu as le biais de confirmation, entre autres, qui te renvoie le fait qu'en fait, tout le monde pense comme toi. Et by the way, tu as les robots qui en plus abondent systématiquement dans ton sens et voient comment voilà, mieux te servir pour pouvoir être ton ami 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ne pas te contredire, abonder dans ton sens. Donc je suis curieuse de savoir voilà, vers quoi est-ce qu'on va finalement avec ce côté le simplicité, personne ne me contredit, j'ai toujours raison. Enfin voilà, enfin, tu n'as pas, c'est pas le sujet de la discussion ici, mais voilà, je trouve ça vraiment. Enfin, voilà, peut-être que tu as eu un avis sur la question. On a déjà beaucoup, entre autres, philosophé Ouais, caméra, n'est-ce pas? ouais. Là, c'est vraiment la question, c'est jusqu'où on va aller en fait, hein. Là, je pense qu'il y a vraiment un souci d'éducation, hein, d'éducation par rapport à l'utilisation en fait des réseaux sociaux et plus généralement en fait de son smartphone et des recherches que l'on peut faire sur un smartphone, de bien se dire que tout ce qu'on nous présente en fait va dans notre sens et que il faut aussi sortir un peu son nez de l'écran et aller regarder ailleurs ce qui se passe. Mais ça, c'est une histoire d'éducation. Et je ne pense pas qu'on puisse attendre ça, et ben justement, de ce qu'on appelle les GAFAM, puisque eux, leur intérêt, c'est de nous garder le plus longtemps possible et, euh, et non pas qu'on aille voir ailleurs et qu'on recherche ou qu'on commence à se dire, ben tiens, c'est un peu bizarre, on me présente toujours la même chose, je vais peut-être aller voir sur un autre site si on me dit la même chose. Donc là, ça serait vraiment, je pense à mon humble avis, hein, que ce serait un travail des parents déjà d'éduquer leurs enfants sur les réseaux, et puis après des écoles. À l'école, il devrait y avoir des modules sur les réseaux sociaux, comment les utiliser. Euh, Donc pour mais toi, là, c'est dans tout ce qui est, parce que quelque part, c'est un déclencheur qu'il te faut pour sortir de quelque part de ton utilisation. Donc, donc pour toi, c'est un mélange des parents, d'éducation, entre autres scolaire, de pouvoir, voilà. Et est-ce que pour toi, une question brûle pour point, n'est-ce pas? Déjà, c'était le mot que j'avais à placer aujourd'hui. Est-ce qu'il faut une législation et est-ce que ça va fonctionner? Voilà, est-ce qu'il faut légiférer sur le temps d'écran? alors, en tant que Français, le pays où tout le monde où on légifère tout le temps quand il se passe quelque chose, quitte à ne pas appliquer la loi, je te dirais non. Et légiférer, oui, tu peux légiférer dans des pays comme la Chine, un pays qui n'est pas vraiment une démocratie, où tu vas imposer des choses aux gens et ils vont s'y plier. Mais comment veux-tu imposer aux gens de dire, OK, vos enfants, avant 2 ans, ils n'ont pas le droit d'être sur des écrans? Tu vas mettre un policier devant chaque babysitter, chaque parent, en disant, ah, votre enfant, quel âge il a? C'est pas possible. Donc, encore une fois, on va tenir compte c'est là qu'il faudrait de l'éducation, en fait, de l'éducation des parents. Le problème, c'est que les parents d'aujourd'hui, pour la plupart, ont déjà des téléphones collés à la main à longueur de journée. Donc, comment dire à leurs enfants, non, il faut pas le faire? C'est pas possible. Là, ça devient très compliqué, en fait. Il faut vraiment compter sur le fait que les gens soient raisonnables et qu'ils se disent, oui, effectivement, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mes enfants. Et donc, je vais prendre sur moi et moi, utiliser moi mon téléphone pour donner l'exemple et expliquer à mes enfants comment ça se passe et pourquoi il ne faut pas trop y passer de temps. Mais Après, ça, bon, c'est pas révolutionnaire ce que je vais dire, mais couper, enfin, il y a des bonnes pratiques, style, moi, je mets par exemple ne pas déranger entre 22 et 7, donc ça sonne pas. J'ai aucune notification, excepté pour les SMS, mais j'ai aucune notification pour rien. Donc voilà, je pense qu'il y a des bonnes pratiques à mettre en place, même au niveau aussi des entreprises. On en parle du droit à la déconnexion. Toujours est-il que même si l'entreprise le fait, enfin, ou en tout cas l'accepte, ça reste toujours, voilà, quand je suis au taquet et que je réponds, ça veut dire que je suis quelqu'un d'engagé. Donc, il y a vraiment, même sociétalement parlant, je pense, une vraie bascule à faire en disant qu'en fait, il y a des moments où on est juste plus efficace et que si on va pas se promener dans la nature et qu'on fait pas autre chose de sa vie, à un moment donné, bah, voilà, ça explique peut-être les burn-out, tout ce qui est
voilà, tout ce qui est démission silencieuse et le fait d'avoir juste trop en tête tout ce qui est charge mentale. Et donc, pour moi, c'est aussi se connaître soi-même et pouvoir se détacher de la reconnaissance, du qu'en dira-t-on, d'avoir des gens qui, voilà, des marques de l'extérieur de ton existence et autres. Mais bon, là, on s'éloigne un peu du sujet, mais je trouve que c'était intéressant. Et c'est aussi un phénomène qui va toucher certaines tranches d'âge. Par exemple, tu me parlais des notifications. Donc, c'est intéressant les notifications parce qu'aujourd'hui, on est envahi par les notifications si on ne les coupe pas sur le téléphone. Donc, moi, j'ai fait comme toi, j'ai aucune notification, hein. Les notifications, ça va jouer sur un phénomène qu'on appelle le FOMO, qui est le Fear of Missing Out. Et on est tous des êtres sociaux, on fait tous partie en fait de communautés ou de groupes. Et lorsqu'on est ado et jeune adulte, en fait, eh ben, ces groupes, on a besoin d'appartenir à ces groupes. Et donc, à partir du moment où tu as une notification, ça veut dire il se passe quelque chose dans mon groupe, peut-être, et il ne faut pas que je loupe. Et si je veux en faire partie, il faut que j'y réponde. Moi, j'avais entendu des discours, enfin, ou des réactions d'ados qui m'ont fait halluciner en disant attends, je suis obligé de répondre, je suis obligé de liker. Maintenant, pourquoi tu es obligé de liker? Bah, parce que il me like mes posts, donc je dois le liker, et sinon, il va m'en vouloir. Et ça, c'est hallucinant, quoi, de se dire on en est arrivé là, quoi. Si tu likes pas le post de quelqu'un, on va t'en vouloir presque physiquement, quoi, dans la cour de l'école. Euh, et donc, en fait, c'est toujours pouvoir faire partie du troupeau, quelque part. Et c'est vraiment un besoin d'intégration et de rester dans ce troupeau. Donc, on va liker et on va répondre et on va être sursollicité comme ça, parce que les gens ne sont pas que sur un seul réseau social, donc ils ne reçoivent pas qu'une seule sorte de notifications, sans compter les messageries. J'ai lu pour revenir à ça, j'ai lu une étude super intéressante sur le temps d'attention. Il y a une étude qui a été réalisée en 2016 dans une entreprise américaine. Ils ont demandé à 40 personnes si elles étaient d'accord qu'on les suive pendant 12 jours, donc en continu, sur leurs ordinateurs au travail et à la maison. Et pour regarder un peu comment ça se passait au niveau de l'attention et à quel point ils réagissaient en fait aux notifications, notifications de messagerie notamment. Et il en est ressorti que le temps d'attention, de concentration, pardon, c'était le temps de concentration moyen des gens était de, taux d'attention moyen des gens était de 40 secondes. Ah ouais. Mm. Donc t'imagines, dans ta journée de travail, les gens étaient au travail, sur leurs ordinateurs, ils n'arrivaient pas à avoir un taux de temps de concentration de mieux, enfin plus élevé que 40 secondes. Mm. C'est terrible quand même, hein. Et ils mettaient en moyenne 6 secondes pour ouvrir un mail. Quand ils avaient la notification de mail, en 6 secondes, ils ouvraient le mail. Tout ce qui est, enfin, voilà, civilisation du poisson rouge, vraiment cette incapacité à prêter son attention Oui, tout à fait. sur une tâche, justement, bah, c'est pour ça qu'on parlait entre autres des notifications. Mm. Donc, bon, comment peut-on terminer cette interview sur une note optimiste? Optimiste. J'ai du mal à être optimiste sur cette évolution parce que si on parle de l'addiction aux écrans, on voit que le temps de, de, de passage, j'allais dire, le temps passé, le temps passé sur les écrans est de plus en plus long. Il augmente chaque année. Les enfants commencent à être sur les écrans de plus en plus tôt. Et là, on a des générations qui naissent avec les écrans. Donc, être optimiste. Je te dirais, je serais optimiste si le temps passé sur les écrans, c'était du temps pour travailler, pour apprendre des choses. Or, nous, on a 2 ados à la maison. Quand je regarde mes ados, le temps passé sur les écrans, c'est pas vraiment pour apprendre des choses. Et je pense pas que ce sont des cas uniques. La vidéo de chat est bien plus regardée que les documentaires sur, je sais pas moi, la biodiversité, tu vois. Ouais, bon, c'est Euh, des vidéos de chat, quoi. Enfin, tu vois, tu prends aussi l'exemple chat ah et oui, chien, c'est ça vrai. pas de crème à chaque fois, hein. Enfin, bon.
l'exemple ultime. C'est vrai que le vidéo chat, c'est quand même, c'est Bon, allez, super. moi, j'ai quand même une petite note positive. Ben, voilà, on enregistre cette vidéo, on est en avril, les beaux jours arrivent. Je pense que avec un peu de chance, la piscine, le potager, le plaisir d'être dehors, de flâner autour d'un verre, voilà, va possiblement faire diminuer le temps d'écran, ne fût-ce que pour un temps. Et peut-être que voilà, qu'effectivement, cette prise de conscience, parce que tu as quand même une tendance à, quelque part, quand même, un retour à la nature. Enfin, tu vois, le fait, je pense que ce mal-être aussi de pas mal de personnes, on voit par exemple le taux de suicide ou le taux d'envie de suicide, non, même le taux de suicide chez les jeunes explose justement entre 18 et 24 ans. Donc voilà, peut-être qu'à un moment donné, ce mal-être, enfin le burn-out, tout ce qu'on a déjà cité, ben voilà, ce mal-être ambiant va agir comme un wake-up call et se dire à un moment donné que peut-être la vie se passe ailleurs que sur les écrans, les likes, les partages et que sa propre valeur ne dépendra plus de ça. Hein, on va dire ça pour terminer sur un point positif. Qu'est-ce que tu en penses? Et voilà, je conseille à tout le monde d'essayer d'essayer de dire, OK, ben, pendant une demi-journée, je touche pas à un écran. Voilà, exercice Ça à peut être mettre une en bonne place. idée. Ça, c'est bien ça. Terminer Voilà, par cet exercice, ça, c'est une excellente idée. voilà. Et même pas commencer par une demi-journée, déjà commencer par 1 heure. 1 heure sans écran, une fois de temps en temps, sortir, aller se promener et pas prendre son téléphone. Et Voilà, voilà. c'est bien. Call to action, hop, en avant. Allez, Merci beaucoup, Christophe, pour merci à toi. ben voilà, c'est interview passionnante. J'ai envie de dire maintenant, c'est à vous, les amis, de jouer, de mettre ça en place. Et Christophe, je te dis à tout bientôt. Bah oui, avec grand plaisir. Merci. À bientôt.